Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast La tête à l'envers, le podcast de Mélina. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de répondre à des questions ou de vous donner mon expérience de vie, mais plutôt de lire le livre que vous voyez en photo qui s'appelle Le fil de la Vierge, coécrit entre moi-même, Mélina Darcan, et Mireille Jambu qui est ma maman, voilà, qui est décédée l'année dernière, mais avec qui on avait écrit ce livre et je vous propose une lecture. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'acheter comme il est plus vraiment en vente. Donc voilà, je vais vous le lire en plusieurs parties, j'imagine, je pense. Voilà, c'est parti. Laurent regarde ses œuvres. J'aborde la réécriture de ce livre commencé il y a déjà quelques années. Il paraît que le plus important dans un livre, c'est le début et la fin. Je vais donc commencer par le début. 32 ans dans 11 jours, multiples de 33. En couple depuis déjà 1 an et demi passé, un frère, des parents et de nombreux beaux-parents, heureuse et déterminée, je m'appelle Mélina. Un prénom de moins en moins rare d'ailleurs. Dommage, j'aimais bien mon originalité. Lundi 11 octobre 2010, 20h33. Je digère le bon repas préparé par mon homme. Saint-Germain en fond sonore, un chéri qui essaie de danser pour me déconcentrer, ce livre commence mal. J'ai une cigarette à la main, bien évidemment, une blonde pour le côté pratique. Je n'ai pas la patience de me les rouler moi-même, car oui, je suis quelqu'un d'impatient dans la vie, de vieux restes de ma vie parisienne peut-être, ou de mon tempérament tout simplement. 20h39. Mon chéri est en train d'illustrer des pensées philosophiques que j'écris dans mes temps morts. Il a choisi sa nouvelle. L'humain est une méduse qui a mal tourné. Je viens de sortir les guillemets puisqu'elle est de moi. Sa méduse regarde la télé avec une bière et une télécommande dans les tentacules. Ce que je l'aime, mon homme. Nous n'avons pas la télé. Par contre, il nous arrive de boire de la bière. Personne n'est parfait. Nous nous sommes rappelé le bon vieux temps pendant le repas tout à l'heure. Nous avons parlé de la seule et unique crise qu'il a vraiment connue depuis que nous sommes ensemble. Je veux dire la crise, pas les crises de ménage du quotidien. Ce mot crise risque de revenir souvent, alors autant que vous vous en imprégniez en douceur dès le début. En fait, je parle de crise maniaque, une période où vous perdez de vue la réalité, où plus aucun avis ne compte que le vôtre, que le mien pour remettre dans le contexte. Quand j'étais en crise, l'imparfait est très important, je me coupais de la réalité. Certainement une sorte de fuite. 20h49. Un appel reçu. Je n'ai pas répondu. J'ai trop envie d'avancer ce livre et de raccrocher les wagons avec le premier jet, écrit il y a maintenant plus de 5 ans. Le téléphone est pourtant un objet très important dans ma vie, au même titre qu'un ordinateur ou une connexion Internet. J'ai besoin d'être attaché au monde, à mon monde, à chaque instant. Certainement des restes de quelques années de solitude. Quoi qu'il en soit, je suis malade. Ces crises que j'ai appelées maniaques font partie d'une maladie appelée la bipolarité ou encore psychose maniaco-dépressive pour ceux qui préfèrent lire la vérité. Car sous ce nom de bipolarité se cachent de vraies galères, aussi effrayantes que ce nom de psychose. J'ai surtout testé les épisodes maniaques, mais j'ai aussi touché mon fond à plusieurs reprises. Une petite cigarette, encore, juste pour m'aider à créer. Je suis complètement addict à la nicotine ou au geste. Enfin, je suis accro à la blonde, en fait. Le temps avance. La soirée aussi, mais il est encore tôt. J'aime bien savoir qu'il me reste du temps avant d'aller dormir. Ça me rassure, comme d'autres qui se laissent bercer par les horloges. Il n'est même pas 21 heures. J'ai encore assez de temps pour terminer cette introduction. J'ai essayé d'arrêter de fumer ces derniers temps, mais j'ai l'impression de vouloir fumer tout d'un coup toutes les clopes que je me suis interdites pendant mon sevrage. Ceci dit, c'est vraiment la première fois que je tente d'arrêter de fumer depuis que j'ai commencé. Paraît-il que ça prend du temps et qu'on n'en guérit jamais. Décidément, je ne suis bonne que pour les maladies incurables. Parce qu'en fait, on ne guérit jamais de la bipolarité, on finit juste par se stabiliser. Et je suis sur la bonne voie, je pense. J'ai demandé à mon DJ préféré de mettre les Rolling Stones. C'est aussi ça l'avantage de vivre à deux. On a 2 fois plus de CD et on découvre ou on redécouvre plein de groupes. Je viens par exemple de me rendre compte que les Rolling Stones c'était du blues. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'écouter un bon Van Morrison ou du Buddy Guy et Laurent a alors confirmé en me donnant quelques anecdotes sur les Stones qui improvisaient entre potes. Moi qui adore le blues, comment ai-je pu à ce point passer à côté des Stones? Bref, le sujet de l'introduction est ailleurs. Il s'agit de vous plonger en douceur dans mon monde un peu dingue de bipolaire non stabilisé.
Vous allez lire des choses improbables, vous identifierez à moi dans certains passages, me détesterez peut-être aussi à d'autres moments, mais ne me jugez pas, je suis malade. Enfin non, jugez-moi s'il vous plaît. Je ne demande que ça, de savoir si mes délires passés vous intéressent ou pas. Ils ont fait partie intégrante de ma vie pendant quelques années, alors à vous de choisir. Ou vous vous en tenez là, et vous ne saurez jamais quelle personne se cache derrière cette introduction, ou vous décidez d'apprendre à connaître mon passé pour vous rendre compte de mes progrès. Première crise, juillet 2004. J'avais passé une année difficile à chercher des piges et à travailler chez Billard Press en tant que téléprospectrice. C'était un travail de schizophrène. Tous les matins, je me mettais dans la peau de Caroline Dubois et je vendais des magazines à mes clients. Ce job n'aurait certainement pas été si stressant s'il n'y avait pas eu cette histoire de quota. Nous devions en effet vendre un nombre prédéfini d'abonnements par matinée. Et à la fin de la semaine, suivant les résultats, nous étions remerciés ou avions l'honneur de rester dans l'équipe. J'ai tenu un peu plus de 5 mois à ce rythme. Je ne peux pas affirmer que ce boulot a été le déclencheur de ma crise, mais il y a très certainement contribué. Quant à mes piges, j'avais réussi à en vendre quelques-unes dans la rédaction d'un magazine féminin traitant de santé. Je ne m'en sortais donc pas trop mal au niveau financier. Au bout des 5 mois et demi passés au centre d'appel de Billard, j'ai décidé de me payer des vacances. Une première amie, m'ayant fait faux bond, je me suis rabattue sur une autre qui paraissait beaucoup plus motivée. Je précise que mon père est ouvrier à la retraite et que ma mère est couturière. Ces vacances étaient donc pour moi comme une promotion sociale. J'avais connu Julie, la copine avec qui je suis partie, en fac de médecine. Elle tentait le concours de psychomotricité et moi celui de médecine. La première année, j'ai aussi tenté tous les concours paramédicaux. Elle a eu son concours, moi pas. Enfin si, celui d'ergothérapie, mais j'ai préféré laisser tomber. On est resté en contact, mais on s'est davantage rapproché à la fin de mon année de licence de biologie. Faut suivre, hein, c'est vrai que mon parcours scolaire est un peu chaotique. Julie avait alors rompu avec l'amour de sa vie, Raphaël, et moi j'avais rencontré le futur amour d'une partie de ma vie, Chris. Nos discussions tournaient donc autour de l'amour. Nous fumions beaucoup et buvions pas mal de café durant ces débats passionnés. Elle ne se remettait pas de sa rupture et moi je sombrais dans les tourments de l'amour. Chris était étudiant dans la même filière que moi. Tout le monde me disait qu'il était intéressé, mais moi je ne voyais rien bien sûr, d'autant plus que mes motivations n'étaient pas les mêmes. Avec l'arrivée de l'été, tout a pourtant basculé. Ses nombreux messages sur mon répondeur m'ont habitué à sa voix. Je l'aimais, cette voix grave et charmante. Je suis donc tombée amoureuse d'une voix avant de tomber amoureuse d'un physique et d'une personne. Un soir, il est monté chez moi et m'a fait des avances sans équivoque. J'étais tétanisée. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas goûté au plaisir charnel. J'ai donc préféré stopper ses étreintes. Je l'ai raccompagné à la porte et je me suis jetée dans ses bras. Un câlin innocent, voilà ce dont j'avais besoin sur le moment. Et voilà, j'étais amoureuse. J'étais frustrée de ne pas avoir réussi à lui expliquer le pourquoi de mon comportement. En effet, il voyait bien que j'avais envie de lui. Il a bien essayé de me faire dire pourquoi je ne voulais pas aller plus loin, mais les mots ne venaient pas. Dans ce genre de situation, je déploie toujours mon arme secrète, la lettre. La voici, je conserve tout. Cher Chris, il me sera plus facile de décrire ce que j'ai tant de mal à t'avouer. Tu auras remarqué sans doute que je ne suis pas insensible à tes massages et à tes caresses bien agréables. Pourtant, quelque chose m'empêche de me laisser aller complètement à nos étreintes. À nos étreintes. Ce petit quelque chose n'est autre qu'un grand vide, un vide de 4 ans. Que dis-je, un gouffre. Il y a 4 ans, en effet, dans une caravane sur la côte atlantique, une fille de 18 ans a accepté de goûter au plaisir charnel avec un garçon un peu plus âgé qu'elle. Ce mec semblait ravi d'endosser le rôle du premier. La fille, c'était moi, bien sûr. J'étais terrorisée mais confiante à la fois. Le souvenir de cette soirée n'est pas vraiment désagréable, mais il est surtout trop lointain, car mon expérience de la luxure s'est cristallisée lors de cette nuit. Voilà pourquoi je parlais de gouffre. Ces longues années d'abstinence me rendent aujourd'hui nerveuse. J'ai peur d'être déçue et de décevoir. Je te charge donc de prendre le relais de ce premier amant et de me faire partager ton expérience. La balle est à présent dans ton camp. À toi de voir si tu te sens le courage de remplir le vide de ma vie. À bientôt, Mélina. Je lui avais donné cette lettre en sortant de sa chambre d'étudiant. Je ne voulais pas qu'il la lise en ma présence. Il m'a rappelé dans la soirée pour me dire qu'il l'avait parcourue et qu'il se ferait une joie de me réapprendre les plaisirs de l'amour avec un petit A et un grand Q, comme il disait. En gros, il me prévenait de ne pas espérer autre chose qu'une petite nuit câline. À l'époque, je n'ai pas entendu ce message.
J'étais déjà trop amoureuse. Notre nuit coquine a eu lieu. Tout s'est très bien passé et mon amour pour lui s'est décuplé. Seulement voilà, je devais partir quelques semaines plus tard pour Paris. J'avais en effet été admise à la fac de Justieu en licence de journalisme scientifique. Cette petite aventure m'avait rendu plus sûre de moi pour mon départ vers la capitale. Les au revoir furent difficiles, mais j'ai vite oublié mes tourments avec tout ce qui m'attendait. Le déménagement, la recherche d'un appartement à Paris, l'aménagement et la préparation de la rentrée. Dès que j'ai eu le téléphone, je me suis empressée d'appeler mon nouvel amant. Et les semaines qui ont suivi aussi. Ça a duré ainsi pendant 4 ans. Il m'appelait tous les vendredis soirs à minuit car son forfait Millennium débutait. Nous restions souvent plus de 2 heures au téléphone, à parler de nos souvenirs communs et de nos prochaines retrouvailles. Il me faisait rire. Moi j'étais souvent silencieuse, mais il aimait tant parler que cela ne le dérangeait pas. Cette relation au début bénéfique a vite tourné au cauchemar. Il avait une copine depuis près de 7 ans, et malgré tout ce qu'il en disait, n'avait aucune intention de la quitter. Quand je lui en parlais, il me sortait cette rengaine incessante. Je ne t'ai jamais rien promis. Je n'avais qu'à me la fermer. Je les imaginais ensemble, au lit, en vacances, en famille. C'était d'autant plus facile qu'il avait eu la bonne idée un jour de me montrer une photo d'elle. Ça me bouffait de l'intérieur. J'en ai passé des nuits à pleurer ou à attendre son appel. Ce qui n'était au début qu'une simple aventure était devenu une obsession. Je pensais à lui à longueur de temps, le matin, dans le métro, pendant mes cours, la nuit je rêvais de lui. Puis je suis partie 1 an au Canada. Je ne l'ai pas oublié pour autant, mais j'ai appris à vivre sans attendre ses appels ou nos retrouvailles. Je croyais avoir réussi à l'oublier, mais à mon retour, notre aventure a continué. Et puis sa copine l'avait quitté entre-temps. Nous avons donc continué notre petit jeu du chat et de la souris. Une année encore à me rendre chez lui, ou lui chez moi, et à se faire des câlins. Nous ne nous parlions pratiquement plus, nous nous contentions de faire le plein de tendresse. J'étais dans une impasse. Je ne voyais pas comment me sortir d'une relation ni purement amicale, ni purement amoureuse, ni purement sexuelle. Obsédée par ce lien qui nous unissait, je refusais de m'investir ailleurs. J'ai bien rencontré d'autres gars à cette époque, mais aucun n'égalait ce grand homme mystérieux et touchant. Voilà donc le contexte sentimental dans lequel je suis partie prendre l'air au Baléares. Autant dire qu'entre Chris et mon boulot de télévendeuse, je méritais bien ce petit voyage. Voici ce que j'écrivis quelques jours avant mon départ. Vendredi 23 juillet, nuit du 23 au 24. Depuis quelques jours, je ne vis plus en phase avec l'extérieur. Je me couche lorsque le jour se lève, et lorsque je me lève, le soleil a déjà bien entamé sa journée. C'est mon rythme habituel lorsque rien ne m'oblige à me lever le matin. Ça commence par une grasse matinée, et ça finit toujours par des nuits blanches. Si seulement j'avais un but à mes réveils, un but valable. Chercher du boulot ne me paraît plus une motivation suffisante pour m'ôter à mon doux sommeil. Mes soirées, ou plutôt mes nuits, sont interminables. Musique, télé, lecture, piano, tentative de sommeil, échec, pensée pour Chris. J'écoute Dire Straits en ce moment, musique qui me ramène dangereusement et systématiquement à mon enfance, et pas au meilleur moment. Étrangement, je ne me lasse pas d'écouter la mélodie de Brothers in Arms. C'est une sensation douce et douloureuse à la fois. Douce parce que mon objectivité ne peut s'empêcher de donner son avis. Cette chanson est magnifique en dehors de tous les souvenirs auxquels elle me ramène. Douloureuse parce que le passé est bel et bien présent dans ce morceau. Un passé de déchirure parentale, de souffrance, d'incompréhension, de solitude. Je n'ai jamais compris les rumeurs qui couraient autour de ma mère et de son mentor musical. Tissu de mensonges ou réalité? Je ne le saurai jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Cette révélation ferait pourtant disparaître tous les rêves bizarres que je fais encore de lui. Ce briseur de ménage à qui j'en ai tant voulu, ce guitariste que maman aimait tant entendre jouer, ce prof de gym qui rendait fou mon père. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de m'apprendre les roulades et les saltos arrière? Pourquoi a-t-il fallu qu'il aime Dire Straits et qu'il fasse découvrir son univers à ma mère? Je me demanderai toujours ce qu'il serait advenu de ma vie si j'avais fait de la danse plutôt que de la gym. Question qui me ramène à ce foutu destin, bien sûr. Faut-il croire en cette idée que quoi que l'on fasse, c'est écrit? Comment croire en un phénomène si irrationnel? Croire en son destin, c'est croire en Dieu, et je ne suis pas sûre d'avoir cette foi-là. Ça m'ennuierait qu'il existe un être supérieur qui ait écrit ma vie avant même que je mette les pieds sur cette terre. Et si je me tire une balle, là tout de suite, l'aurait-il prévu, ce con? Il est qui pour croire qu'il peut tout maîtriser comme ça? Je ferai tout pour trahir ses prévisions.
Je pars mercredi pour les Baléares. J'ai donc trouvé une motivation pour les jours prochains. J'ai déjà acheté l'essentiel. Crème solaire et pellicule, j'avais déjà le maillot. Je suis vraiment ravie de faire enfin une vraie coupure car même si je ne fais rien de mes journées en ce moment, je suis à Paris et je m'emmerde. Là au moins ce sera les vacances, les vraies, la mer, le soleil et le resto. Julie est généralement de bonne compagnie, même si elle me saoule souvent au téléphone. On devrait passer une semaine charmante, en somme. J'étais donc déjà déphasée avant même de partir. Pourtant, tout s'est très bien déroulé les premiers jours. Nous avions rencontré deux jeunes gars, dont un journaliste sportif, comme le mec pour qui la copine de Chris l'a quitté. Très vite, les associations ont été faites. Le journaliste sportif, Julien, serait pour moi. Le prof de sport, Manu, pour Julie. Cela ne me plaisait guère de voir que sous prétexte qu'il faisait le même métier que moi, Julien devait me revenir. La séduction est un jeu, j'aime jouer, et je n'aime pas que la partie soit si vite déterminée. De toute façon, le fait qu'ils entrent dans nos vacances entre filles était un mauvais présage. Il y a forcément des rivalités dans ce jeu à quatre, des rapports de force, des gagnants et des perdants. D'ailleurs, on a beaucoup joué tous les quatre, notamment à un jeu que je ne connaissais pas, le Jungle Speed. Julie y avait déjà joué avec les enfants dont elle s'occupait. Comme le nom du jeu l'indique, il faut être rapide. C'est un jeu qui teste la capacité à analyser rapidement une situation, des cartes de couleurs et de formes différentes, et de l'associer ou non, tout dépend de la configuration des cartes, à la prise d'un bâton posé au milieu du jeu. J'ai été particulièrement nulle. Julien aussi. Les deux autres excellaient. Autant dire que les associations se confirmaient à mon grand désespoir. Et Julien d'en rajouter une couche, t'es bien comme moi, ou on est pareil tous les deux. Cela me désolait. Dans ma tête, ça commençait déjà à déconner. Mes défaites répétitives ne faisaient que m'enfoncer, me convaincre que je n'étais bonne à rien. Un jour, nous sommes allés tous les quatre sur la plage. Nous avons naturellement opté pour la configuration suivante. Julie, Manu, Julien et moi. J'étais donc assise à côté de Julien quand il a ôté sa chaussette. Il avait une chevillère. Je lui ai demandé ce qu'il s'était fait. Il m'a dit froidement qu'il s'était fait amputer de la moitié du pied. J'ai rigolé, croyant qu'il me faisait marcher, mais il a sorti son bandage et j'ai découvert avec frayeur qu'il lui manquait en effet tout l'avant-pied. J'ai tenté de garder mon sang-froid et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Julie n'a pas ouvert la bouche, m'avouant par la suite que c'était le genre de situation qui la mettait mal à l'aise. Et moi donc? Sur cette plage, Julie lisait un bouquin de Ken Follett, Manu un livre de David Loge, Thérapie je crois, Julien le journal sportif, et moi le journal de Bridget Jones. Là encore, inutile de faire une analyse profonde pour se rendre compte que Julien et moi avions opté pour des lectures légères, alors que les deux autres se la jouaient intello. Non mais franchement, on était en vacances, j'avais pris un bouquin de circonstances, voilà tout. A posteriori, je me suis dit que la lecture de Manu n'était pas anodine. Il nous avait même lu un passage très cynique sur le handicap, passage que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs, lorsque j'ai acheté le bouquin. De jour en jour, mon état s'aggravait. Il faut dire que l'ambiance du club n'était pas propice au repos. Il y avait sans cesse du bruit. Le matin, c'était les gamins qui criaient. Au repas, c'était le brouhaha de tous les vacanciers. Le soir, il y avait bien sûr les animations des géos. Bref, pas un moment de calme pour se ressourcer et pour penser tout simplement. Pour ne rien arranger, Julie, très bavarde, ne cessait de m'abreuver de ses paroles du matin au soir. Je ne pouvais plus lui répondre, je m'étais perdue en route. Mes pensées étaient totalement désorganisées, je n'arrivais plus à réfléchir. Mes habitudes me manquaient, à commencer par l'écriture de mon journal. Je n'ai réussi qu'à écrire ces quelques lignes, profitant de l'absence brève de Julie. Que se passe-t-il dans cette putain de tête pour qu'une activité aussi banale et naturelle que le sommeil s'évanouisse? Tout est mêlé là-dedans, si bien que plus rien ne rentre ni ne sort. Je ne sais même plus écrire. Cigarette sur cigarette. Malaise, mal-être, culpabilité, vide, vide total. C'est ça, le néant est dans ma tête. À trop vouloir tout comprendre, je ne comprends plus rien. Vais-je retrouver la raison en quittant cette île, ou mieux, après avoir enfin trouvé le sommeil? Si seulement la valériane pouvait me rendre les rênes de mon cerveau. Et cette obsession du jugement de l'autre m'achève. J'ai perdu mon moi intérieur, j'ai l'impression de vivre dans la tête et dans les yeux de mon entourage. Nous sommes arrivés sur l'île le mercredi. Nous avons très peu dormi les premiers jours, sortis en boîte dans la ville la plus proche, et c'est allé en s'empirant puisqu'à partir de dimanche soir, je n'ai plus fermé l'œil. Mes nuits étaient un enfer. Je ressassais en boucle les angoisses de la journée. J'avais vraiment la sensation de devenir folle. Et cette chaleur qui m'accablait. Si Julie ne supportait pas le bruit du ventilateur, moi c'est au contraire le seul bruit qui m'apaisait dans ce club démoniaque. Mais encore une fois,
Je m'écrasais face à ses désirs. Elle coupait le ventilo tous les soirs et tous les soirs je me taisais. Pendant qu'elle devait faire d'agréables rêves, je vivais les pires moments de ma vie. Et au matin, lorsque je le lui expliquais, elle me répondait: Je ne comprends pas, quand on est fatigué, on dort. Je suis étonnée que ton corps résiste. Ce que j'interprétais comme: Je ne te crois pas, tu as forcément dormi, sinon tu t'écroulerais. Julie ne m'a été d'aucune aide, bien au contraire. Elle me parlait d'une grosse crise d'angoisse sans me rassurer pour autant. Je voyais bien qu'elle ne tenait pas à me comprendre. Elle n'avait pas envie de gâcher ses vacances, et de mon côté aussi, je voulais que tout soit réussi. Je me forçais donc à prendre le volant, Julie n'avait pas le permis, malgré mon état de zombie, et à écouter ses histoires. Bref, j'essayais de sauver la face. Je contenais donc mon flot d'angoisse, mais je rêvais d'un gros orage, dans tous les sens du terme. Un orage dans le ciel pour abaisser les températures caniculaires, un orage verbal entre Julie et moi. J'étais comme une cocotte minute prête à exploser au bon moment. Mais aucun orage d'aucune sorte n'est venu. Pour ne rien arranger, mon portable ne captait pas, contrairement à celui de Julie. Elle a pu appeler entre autres un copain qui était psychiatre, je crois. J'étais donc coupée de toute communication avec mes proches. Aucun moyen de lâcher la pression, de me libérer du poids que je traînais. La veille de notre départ, j'ai acheté une carte téléphonique pour prévenir ma mère de notre arrivée. Self-control parfait, elle n'a absolument rien décelé dans ma voix. Julie se tenait à côté, alors j'ai pris sur moi. Sans ça, je crois bien que j'aurais éclaté en sanglots, ce que j'ai fait plus tard. Bien évidemment, je n'ai encore pas dormi cette nuit au club. Il me tardait de rentrer, de serrer ma mère très fort et de prendre du recul face à tout ça. Le matin de notre départ, j'étais plus zombie que jamais. J'ai terminé de préparer mes affaires, puis nous sommes allés attendre le car qui nous a menés à l'aéroport. Dans le bus, je me rappelle que Julie m'a fait remarquer une inscription sur les fauteuils. Kiel. C'était aussi le prénom de son géo préféré. Étrange coïncidence. Le trajet fut silencieux. Je crois qu'elle aussi avait démissionné, enfin. À notre arrivée à l'aéroport, Julie m'a quitté un moment. Je me suis précipitée sur mes feuilles de papier. Il fallait que ça sorte. J'ai malheureusement égaré ses écrits. Je me sentais plus perdue que jamais. J'étais seule avec ma folie. Je me souviens m'être présentée à la porte d'embarquement, croyant que c'était l'heure. En fait, nous ne décollions pas avant 2 heures. Le temps n'avait plus aucune signification pour moi. Et Julie n'était toujours pas revenue. J'ai finalement entendu une annonce au micro. C'était pour moi. J'étais décidément réduite à l'état d'enfant, perdue sans ses parents. Lorsque l'avion a décollé, j'ai eu comme une révélation. Tout cela n'était pas arrivé par hasard. Il fallait que j'en écrive un livre. J'étais alors persuadée que c'était Julie qui était folle, mais pas moi. J'ai alors un peu repris mes esprits dans cet avion qui me ramenait dans le cocon douillet de la famille. Je sentais que le cauchemar allait prendre fin bientôt. Le vol se déroula sans encombre, j'avais hâte d'arriver. Lorsque j'ai vu ma mère, j'ai ressenti un grand soulagement. Je voulais vite me débarrasser de Julie pour déballer mon sac de mots. Nous devions la ramener, mais elle préférait rentrer seule par la navette. Ouf! Je me contenais encore, mais pas pour bien longtemps. À peine la portière de la voiture fermée, l'orage eut enfin lieu. Je crois avoir crié, pleuré et proféré des paroles incompréhensibles pour ma mère. Il m'était impossible encore d'organiser mes idées, ça sortait en vrac comme ça venait. J'avais surtout besoin de pleurer pour évacuer toute cette angoisse qui me submergeait. Elle m'a prise dans ses bras, enfin quelqu'un qui m'aimait et qui me rassurait. Voilà ce dont j'avais tant manqué durant cette semaine. En arrivant à la maison, je m'étais un peu calmée. Et surtout, je ne voulais pas montrer ma détresse à Claude, mon beau-père. J'ai donc à nouveau ravalé mes larmes et tenté de faire comme si de rien n'était. Je n'arrêtais pas de dire que je voulais dormir. Alors, après avoir raconté brièvement mes vacances, je suis allée m'allonger. Malheureusement, le sommeil ne vint pas, loin de là. J'avais le souffle coupé par des vagues de pleurs angoissés. Je suis vite retournée dans le salon pour m'écrouler à nouveau dans les bras de ma mère. Nous avons alors décidé d'aller voir le médecin. La salle d'attente était vide. Je me suis installée en face de ma mère. J'ai commencé à observer les prospectus médicaux sur l'étagère. Alzheimer, dépression, énurésie. Je me suis mise à rire sur le regard inquiet de ma mère. Puis mon attention s'est détournée sur la musique d'ambiance qui résonnait dans la pièce. La première chanson me fait sourire à nouveau. Puis j'ai éclaté en sanglots en entendant une chanson de Madonna dont le refrain chantonnait I've got you under my skin. C'était comme un signe, car je l'avais en effet dans la peau, ce Chris, et j'avais eu l'idée folle d'envisager que c'était lui qui avait programmé cette série musicale.
C'était aussi lui, sans aucun doute, qui avait disposé ses prospectus pour me faire décrypter un message. J'aurais voulu couper mes sens à ce moment précis. Je me suis contentée de fermer les yeux et de me boucher les oreilles jusqu'à ce que le médecin me délivre de mon mal et m'invite à le rejoindre dans son cabinet. J'avais peur du jugement de ce médecin. Comment allait-il analyser mon comportement confus? Comment allais-je faire pour éviter d'être internée avec tout ce que j'avais dans la tête d'irrationnel et d'insensé? Voici ce que je me rappelle de notre entretien. Médecin. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je tentais alors de rassembler mes esprits pour raconter mon histoire sans m'étendre sur ce qu'il y avait de déraisonnable. C'est ce qui me sauverait de l'internement, la conscience d'un truc qui ne tournait plus rond. Je doutais quand même que les signes que je voyais un peu partout soient perçus par tout le monde. J'envisageais bien à certains moments qu'il s'agisse d'un immense complot, mais je ne pouvais pas courir le risque de me planter, du moins pas avec des inconnus et surtout pas avec des médecins. J'ai donc commencé à conter mon aventure. Moi, j'ai 26 ans, je suis pigiste à Paris pour un journal féminin. Voilà pour le contexte. Sourire timide pour attirer la sympathie de mon interlocuteur. Il y a une semaine, je me suis envolée en direction des Baléares pour ce qui devait être une semaine de rêve. Je suis partie avec une amie. Enfin, ce n'est plus vraiment une amie. Mais enfin bon, je continue. Les premiers jours se sont déroulés sans encombre. On a fait la rencontre de deux garçons qui étaient dans le même hôtel que nous. On a sympathisé dès le premier jour et le reste de notre voyage a tourné autour d'eux. Très vite, des associations ont été faites entre nous quatre. Le premier, qui était pigiste, lui aussi semblait intéressé par moi, et l'autre par mon ami. Le lendemain de notre arrivée, nous sommes allés à la plage tous les quatre et j'ai découvert que mon prétendant avait un pied amputé. Ça m'a un peu choqué, mais j'ai essayé de garder mon calme et de lui demander ce qui lui était arrivé. Par la suite, j'ai réussi à faire abstraction de son handicap car il faisait tout comme nous. Il dansait, il conduisait, bref, il vivait normalement. Et puis il y a eu des soirées où on a joué, où j'ai perdu, souvent, tout le temps en fait. J'étais blessée et mon prétendant s'est beaucoup moqué de moi. Au début, j'ai rigolé, mais c'est devenu très angoissant. J'étais devenue la risée des trois, et Julien, mon prétendant, prenait plaisir à m'enfoncer. Bref, avec Julie, les rapports se sont peu à peu obscurcis. Elle parlait beaucoup et moi j'avais besoin de silence. On dormait très peu, et puis à partir de samedi ou dimanche, je n'ai plus réussi à dormir du tout. J'étais comme un zombie pendant la journée. Il y avait la chaleur, les rituels du club, la fatigue de la route, car Julie n'avait pas son permis, et les rapports difficiles avec Julie. Elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Elle continuait à faire comme si tout allait bien. Mais je n'étais plus capable de tenir une conversation. Mes pensées se bousculaient et mon esprit s'enlisait. Le docteur. Et comment s'est passée la séparation avec votre amie? Moi. En fait, j'ai senti la peur dans son regard en la quittant. Et elle a dû sentir la peur dans le mien également. Je n'avais pas encore assez de recul pour analyser la situation. Je lui en voulais de ne pas m'avoir aidé, elle qui bossait dans le domaine de la psychologie. D'un autre côté, je me demandais laquelle des deux était la plus malade. Tout me semblait tellement irréel, ces réactions tellement surprenantes, j'étais perdue. Et puis j'ai fini par m'effondrer lorsque je me suis retrouvée seule avec ma mère dans la voiture en rentrant à la maison. J'ai tenté de mettre tout ça sur le compte du manque de sommeil, mais de retour chez nous, le sommeil ne venait toujours pas. Je ne cessais de penser à la semaine qui venait de s'achever. Mon cerveau était en ébullition. Avant de partir, j'ai lu Ultime secret de Werber. Le docteur. Très bon bouquin. Moi. Oui, enfin, il m'a un peu perturbée. Je suis fascinée par ce qui se passe dans le cerveau et pendant cette période où tout s'embrouillait dans ma tête, j'essayais de m'imaginer tout ce qui se passait à l'intérieur de mon crâne, des influx nerveux aux déferlantes de molécules chimiques. Je pensais à ce livre, à l'ultime secret, à la puissance de la pensée, à la manipulation mentale. Bref, j'ai l'impression d'être dans une métadépression. Il faut dire aussi que j'ai écrit pas mal d'articles sur la psychologie et j'ai l'impression que ça me joue des tours aujourd'hui. Le docteur. Je crois au contraire que ça peut vous aider à remettre tous les éléments dans l'ordre. Moi, est-ce que mon discours est cohérent? Je suis si confuse. J'ai parfois peur de devenir folle. Le docteur. Rassurez-vous, vous n'êtes pas folle. La schizophrénie est une maladie avant tout génétique. Les malades entendent des voix, souvent extraterrestres, pour les guider ou leur donner des ordres. Et surtout, les schizophrènes ne sont pas conscients de leurs troubles. Vous avez juste une grosse crise d'angoisse. Ce voyage a été le déclencheur de troubles latents. Venez vous asseoir là, je vais prendre votre tension. J'adore toujours, quand me prennent la tension. J'attends toujours avec impatience que le médecin m'annonce les 2 chiffres qui traduisent mon état. D'ordinaire, ma tension tourne autour de 18. Je n'ai jamais réussi à retenir à quoi correspond chaque chiffre, mais en gros,
Je sais qu'il ne faut pas que l'écart entre les deux soit trop important. Lorsque le médecin a articulé 14-7, j'ai éprouvé un soulagement étonnant. Je me disais que ma confusion mentale était justifiée par l'appareil. Le docteur. C'est beaucoup pour votre gabarit et pour votre âge, mais c'est relativement normal compte tenu de la situation. Nous avons repris nos places respectives pour passer à l'étape finale de la consultation, la prescription. Je redoutais plus que tout d'avoir à prendre des antidépresseurs. J'avais toujours lutté pour ne pas devenir dépendante de ce genre de produit et pour ne pas être cataloguée comme dépressive. Je me suis efforcée de montrer mon positionnement au médecin. Moi. Vous savez, je ne suis pas de nature dépressive. J'ai des petits coups de blues les dimanches pluvieux passés en solitaire, mais je reprends vite le dessus. J'aime les soirées entre amis, je suis plutôt sociable, enfin bon, je ne voudrais pas m'abrutir avec des trucs trop lourds. Le médecin. Ok, de toute façon, on ne diagnostique une dépression qu'au bout d'un mois. Je vais vous prescrire un traitement léger pour vous apaiser et vous aider à dormir. Vous reviendrez me voir si ça ne va pas mieux. Je n'avais entendu qu'une seule chose dans ce qui venait de me dire, dans ce que venait de me dire le médecin, un mois. J'avais un mois pour aller mieux et redevenir comme avant. C'était pour moi une sorte de compte à rebours, un nouveau défi à gagner. J'allais enfin dormir et tout allait rentrer dans l'ordre. Le médecin, sentant que ma mère était encore plus paniquée que moi, s'est entretenu quelques minutes avec elle pour la rassurer. Nous avons quitté les lieux. J'étais soulagée, ma mère aussi. Ce n'était qu'une grosse crise d'angoisse, rien de bien méchant. Et j'avais un mois pour vaincre les séquelles de mon voyage tourmenté. J'ai pris les médicaments prescrits par le médecin, mais la nuit suivante ne fut pas moins agitée. J'ai noirci des pages et des pages pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé là-bas. Ces écrits ne sont pas datés, il m'a été impossible d'en retrouver la chronologie. Je sais en général quand je dois imposer mon idée et quand je dois laisser l'autre faire pour moi. Je sais aussi donner un conseil, recevoir de l'aide, entamer une discussion, me taire si le sujet ne m'intéresse pas, faire un compliment. Mes compliments sont-ils si naturels que ça finalement? Comment doit-on être pour complimenter quelqu'un? Conseil pour plus tard. Ne plus jamais faire un compliment sans que cela ne vienne du cœur. En recevoir un, fut un temps où j'en étais incapable, c'est vrai, mais maintenant si on me dit que mon t-shirt me va bien, j'essaie de me contenter d'un merci et pas de ah bon tu trouves pourtant, etc. Pendant cette semaine, j'ai perdu toutes ces facultés, tout le naturel des relations humaines. Parler est devenu pour moi une épreuve de chaque instant, un effort intense, un acte ayant perdu toute spontanéité. Ajoutons que Julie n'a fait qu'empirer tout ça en me parlant constamment, sur tout et sur rien, attendant bien sûr une réponse. J'aurais eu besoin de recharger les batteries en passant 3 quarts d'heure par jour à me taire, à régénérer mon énergie intérieure, qu'elle me bouffait chaque minute un peu plus. Mais le point de non-retour était franchi. Zombie, état semi-somnolent, comme hypnotisé, je n'étais plus capable de tenir un discours cohérent sur ce qui m'arrivait. Les mots que je sortais n'étaient plus en accord avec mon esprit. C'était comme s'il existait une fonction automatique au langage. Exemple, répondre par oui ou par non à une question fermée. Répondre c'est mignon lorsqu'on vous demande votre avis sur un vêtement, un objet, une merde que visiblement personne n'apprécie. Poser une question à laquelle on sait qu'elle tient à répondre. Bref, s'oublier, se donner, se déconstruire, se perdre. Tout s'éclaire parfois. Pour l'instant, j'ai juste besoin de savoir que ma mère m'aime et que Claude aime ma mère. Difficile d'avouer ce secret abominable. Je n'assume plus d'être la fille d'un ouvrier et d'une couturière. Pauvre maman, comment puis-je lui faire ça alors qu'elle me donne tant d'amour? C'est horrible. Je m'en veux, mais je ne peux faire autrement. J'ai maintenant besoin de l'aide d'un professionnel, un psy, pour apprendre à vivre cette culpabilité malsaine, pour apprendre à en parler, à sortir les bons mots, à me faire comprendre. Je ne suis pourtant pas une experte en matière de communication, mais je sens bien que je ne m'en sortirai pas sans ça. Parler pour survivre. L'écriture ne peut plus rien pour moi, pas assez en tout cas. Fini l'égocentrisme, le semblant de communication. Il faut que j'apprenne à interagir et non plus à auto-agir. Certes, j'ai le mérite d'avoir fait des études. J'en paie aujourd'hui les conséquences. Toutes ces années à côtoyer des enfants de médecins, d'avocats, de psychologues, toutes ces années à me forcer d'assumer mes racines. Les autres récits ne font que répéter ce que j'ai déjà écrit sur ces vacances. Le lendemain, nous sommes retournés chez le médecin. Cette fois-ci, il n'était plus question de traitements légers, antidépresseurs et anxiolytiques. Selon ma mère, il m'avait été prescrit lors de la première consultation. Bref, j'ai enfin pu retrouver le sommeil, mais le diagnostic était lancé, j'étais déprimée. Il fallait bien que ça arrive un jour.
Je me rappelle avoir réclamé un psychiatre. Il fallait parler pour aller mieux, je le savais. Alors j'ai parlé, trop parfois. Mais j'avais besoin de vomir tout ce mal, de cracher mon venin, de remettre les pendules à l'heure. La famille, les amis, tout l'entourage en a pris pour son compte. Les épisodes de mon adolescence remontaient à la surface. Les refoulés ressurgissaient dangereusement. Le manque d'amour dont j'avais souffert à cette époque, les angoisses d'un divorce difficile, les personnes que j'avais perdues en cours de route, tout cela n'avait pas été digéré. Il fallait exorciser toute cette peine enfouie et surtout résoudre les impasses de mon présent. Consolider le noyau familial m'apparaissait comme une priorité à ce moment précis de ma vie. Réparer les conneries des parents, délester sa conscience de pensées parasites. Une fois ce travail accompli, une nouvelle évidence m'est apparue, Chris. Il y eut d'abord la phase de démence pendant laquelle j'interprétais chaque événement comme des signes me ramenant à lui. Plus rien ne me paraissait normal. Je m'étais persuadée que tout ça m'arrivait pour une seule et unique raison, rejoindre Chris pour de bon. Je voulais tellement croire que c'était lui qui avait placé tous ces signes pour moi que j'y croyais vraiment. J'allais jusqu'à demander à tout mon entourage s'il n'avait pas reçu une lettre de mon bourreau afin de m'aider à aller jusqu'au bout de mon enquête. Les conversations avec Chris me confortaient dans mes hypothèses délirantes. Il semblait en effet entrer dans mon jeu, souriant simplement à mes propos décousus, alors que tous les autres me disaient que j'étais malade et que je devais prendre mes médicaments. Le monde ne tournait plus rond du tout. Plutôt que d'accepter réellement ma maladie, j'ai fini par préférer me réfugier dans un monde imaginaire, un monde où il fallait observer tous les signes environnants pour atteindre le bonheur, une chasse au trésor gigantesque en somme. Les panneaux publicitaires, les graffitis sur les murs, le chant des oiseaux, les chats, les arbres, le temps, les émissions télévisées. Je semblais en communion avec la nature et les messages alentours. Mes sens étaient en surtension, si bien que mes journées m'épuisaient. La vie d'un vrai paranoïaque doit être extrêmement pénible. 2 jours avant que je revienne de mon voyage tourmenté, un pigeon paon avait élu domicile chez ma mère et mon beau-père, comme pour annoncer l'arrivée de la malade. L'oiseau était complètement désorienté. Sans doute s'était-il échappé de son foyer originel. Je n'ai pas prêté tout de suite attention à cet invité spécial, mais au fur et à mesure que mon scénario délirant se mettait en place, il devint évident que le pigeon n'était pas là par hasard. Les oiseaux revenaient souvent dans le discours de Chris, montrant leur présence dans son imaginaire. Mais il s'était aussi donné comme mission de sauver les oiseaux blessés par la vie, une connerie de plus qu'il me racontait pour me persuader que je lui devais tout. À propos de ces oiseaux, voici un poème qu'il m'écrivit un jour, qu'il croyait m'avoir perdu. Passade. De recueil en envol, plaie hémophile, mon sang, ma vie se défile, ma solitude afflige cette morne liberté, alors je t'ouvre les bras, et tu déploies tes ailes et t'en vas, alors je pense tes blessures, et tu me laisses avec mes fêlures, simulacre de bonheur, étincelle de joie, éternité de larmes. Le souffle de ton essor résonne en vacarme, à l'heure du silence des mots, mes mots sont assourdissants, mes anges après mes anges, je reste seul, d'espoir en départ mon cœur se meurt, de tes rires à mes larmes, j'ai peur. La mélancolie de mes souvenirs ne te fera jamais revenir, puisque tu partiras à quoi bon te sourire, d'Esmeralda à Élise un autre visage me paralyse, combien de corps, combien de visages vont d'être deux, combien de rêves et de cauchemars avant la fin de l'affreux. Petite, je t'ai recueillie, et plus grande, tu es partie. Apeurée, je t'ai reçue, accablée, je te perds de vue. De mon mutisme retentit un fardeau, mes balafres délabrent mon courage en lambeaux, mon passé étouffe ma voix, l'avenir est mon désarroi. Bref, ce pigeon a été l'élément déclencheur de mon délire. Je voulais que ma mère m'avoue que Chris était venu amener cet oiseau avant mon retour. Malgré le déni de mes proches, je continuais de penser qu'il avait été envoyé par mon soi-disant sauveur. J'ai compris alors que le pigeon ne s'envolerait pas tant que je n'aurais pas remis tous les éléments en place et découvert tous les signes. J'errais dans le jardin à la recherche de trèfles à 4 feuilles que je n'avais jamais pu trouver dans mon enfance. Je découvrais des chemins dans ce jardin qui menaient à des arbres morts. Je tombais aussi sur 2 arrosoirs, un jaune et un rouge, des fils dans les arbres, bleus et rouges, des chaudrons où se cachaient des allumettes pour la grillade. Chacune de ces découvertes me mettait dans un état indescriptible. Lorsque je faisais part de mes impressions à ma mère et mon beau-père, tous les deux s'en amusaient. Je redoublais alors ma quête, persuadée que j'étais la seule à ne pas savoir où se cachait le trésor. C'était un retour en arrière,
Un retour à ces matins de Pâques où le jardin se transforme en île au trésor, des trésors en chocolat. J'aimais tant partir à la recherche de ces œufs miraculeux avec mon frère. Il n'y avait pas eu assez de matins de Pâques à mon goût, alors je me faisais un plaisir de retrouver ces sensations perdues. Mais ce jour-là, je ne savais pas vraiment ce que je devais trouver. Ce n'était plus l'âge des friandises, mais celui des choix, des décisions et des déceptions. Ce que je cherchais au fond du jardin, c'était donc des éléments qui auraient pu éclairer mes choix. Fil bleu ou fil rouge, amour ou amitié, vie ou mort, souffrance ou bonheur. Autant dire que la tâche s'avérait plus complexe qu'une simple recherche de Pâques. La quête allait au-delà des fleurs et des couleurs du jardin. J'avais tout bonnement perdu mon identité pendant mon voyage au Baléares. Je ne savais plus ni qui j'étais, ni ce que j'aimais, et encore moins ce que j'allais devenir. La vie est faite de construction et de déconstruction. J'étais en plein chantier, il fallait maintenant tout reconstruire à l'aide de ma famille et de mes amis. J'avais besoin de renouer avec ces souvenirs d'enfance et d'adolescence, qu'ils soient bons ou mauvais. Il fallait me réapprendre à aimer la vie, à trouver l'envie de se lever le matin, et à se comprendre, à s'assumer et à s'affirmer. À force de m'adapter aux gens et aux situations, j'en avais oublié ma propre existence et mes propres goûts. Les politiques du caméléon, camouflage et mimétisme, et celles de l'autruche, fermer les yeux pour éviter de voir ce qui ne va pas, ne pouvaient plus fonctionner. Reconstruire une identité revient à adopter la démarche inverse de celle qui nous a menés à la destruction. J'avais bien étudié l'impact de la famille dans les désordres psychologiques. J'étais la seule à souffrir du manque de cohésion et de communication familiale. Mon père m'aimait à l'époque d'une façon étrange. Il ne m'appelait que pour me parler des problèmes de mon frère ou pour m'annoncer la mort d'un voisin. Et pourtant, il avait déjà fait bien des progrès depuis la séparation de mes parents. Il ne savait alors pas communiquer sans agresser. Au mieux, il rentrait dans des phases de mutisme interminables. J'appréhendais les visites du week-end pendant lesquelles mon père me demandait sans cesse ce que faisait ma mère sur un ton accusateur et résolument aigri. La plupart du temps, il pleurait, incapable d'honorer mes visites. Je ne garde de cette époque qu'un sentiment de révolte et de profond malaise. Le temps a effacé pas mal de ses douleurs et chacun a refait sa vie de son côté. Retraité heureux, mon père est désormais le papa affectueux et attentif que j'aimais tant lorsque j'étais enfant. Ma mère est aussi devenue une maman presque parfaite qui me montre son amour sans retenue. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'adolescence a été un moment extrêmement délicat pour toutes les deux. Chacune rêvait d'une complicité tendre, mais aucune ne savait comment la communiquer. Entre un père dépressif et une mère perdue, je ne trouvais pas de place. Et ce n'est pas mon frère qui m'aidait à l'époque, bien plus intéressé par sa musique et les concerts avec ses potes que par la crise d'adolescence de sa sœur. Je le haïssais. On ne savait pas vraiment comment nous en étions arrivés là, mais notre relation a empiré d'année en année, jusqu'au jour où nous ne nous sommes plus du tout adressé la parole. Damius, mon frère, travaillait dur à devenir l'antithèse de cette sœur soi-disant parfaite qu'il détestait, pendant que moi je m'efforçais vraiment, vainement, de briser l'image de la petite fille modèle qu'on m'avait forgée. C'est à mon frère que j'ai volé ma première cigarette, c'est au concert de mon frère que j'ai goûté aux premières ivresses, et c'est aussi sur les copains de mon frère que je flashais secrètement. Ma mère ne voyait rien à mes tentatives. Les messages d'appel pour m'aider à renouer avec mon frère passaient inaperçus, tant mon image de petite ado emmerdeuse me collait à la peau. Toutes ces peines étaient traduites comme des affronts dus à l'âge, comme une preuve de mon mauvais caractère ou comme une démonstration de ma haine. Comment pouvais-je trouver les mots pour expliquer que je me sentais seule, terriblement seule? L'unique exutoire que j'ai trouvé à cette période était mes journaux intimes, habitude que j'avais conservée au fil des années. Je m'enfermais dans mes cahiers pour hurler ma tristesse, mon envie de mourir, même si je savais au fond que j'étais incapable de mettre fin à mes jours. Je recommence. Je m'enfermais dans mes cahiers pour hurler ma tristesse, mon envie de mourir, même si je savais au fond que j'étais incapable de mettre fin à mes jours, et mon manque d'amour. Ces écrits tenaient lieu de défouloir et sont aujourd'hui la trace concrète de ce passage difficile. Je les ai beaucoup relus avant cette première crise pour me replonger dans ces souvenirs d'horreur et de pleurs. À chacune de ces lectures, je me retrouve assaillie par cette rage et cette angoisse qui m'envahissaient alors. L'écrit me transporte dans mon passé, dans mes multiples engueulades avec ma mère, mon frère ou mon père. Ce besoin constant de revenir sur ces traumatismes prouvait à quel point l'histoire n'était pas terminée.
On ne peut pas sortir indemne d'une crise d'adolescence avant que tous les non-dits aient explosé. 2 jours après mon retour de voyage, ma mère convia Damius à venir manger à midi. J'étais ravie de revoir mon frère, même si je savais que les retrouvailles allaient faire remonter pas mal de souvenirs amers. À peine le vis-je arriver que j'éclatai de rire. Personne ne comprenait vraiment cette réaction surprenante, mais tout le monde fut ravi de me voir sourire. Certainement avais-je lu dans le regard de mon frère l'amour fraternel qu'il ne m'avait jamais avoué. C'était un mélange de complicité et de malaise. Damnus était tout aussi inquiet que les autres membres de la tablée, mais sa façon à lui de le transmettre me faisait rire. Il avait un léger rictus en me regardant, qui semblait dire Bon, qu'est-ce que tu nous fais cette fois-ci? Il a ce don de détachement par rapport aux situations angoissantes, cette faculté à rester zen dans les moments les plus tragiques. D'ordinaire, cette attitude désinvolte m'énervait, mais à ce moment précis, elle devenait réellement drôle. Alors que tout le monde paniquait face à mon état de folie passagère, Damius restait tout simplement lui-même, impassible et nonchalant. J'ai observé mes voisins de table pendant tout le repas, toujours dans l'espoir de comprendre où tout cela m'a mené. J'ai passé aussi un très long moment à analyser le comportement de Coco, le pigeon pan, qui semblait s'être adapté à son nouvel environnement. Il passait le plus clair de ses journées à observer ses nouveaux hôtes et à faire des prouesses avec son cou et sa queue. Je me demandais ce qui pouvait bien le motiver en dehors des graines qu'on lui présentait et qui semblait lui procurer un bonheur intense, vu la roue qu'il déployait à chaque nouvelle tournée. À la fin du repas, j'ai proposé à mon frère d'aller boire un café dans le centre-ville. Une fois n'est pas coutume, il traîna les pieds. Il faisait trop chaud, il se trouvait bien là où il était. Mais j'ai insisté, non seulement car je n'osais toujours pas fumer devant ma mère et que mon manque me prenait aux tripes, mais aussi parce que j'ai éprouvé tout d'un coup un besoin immense de parler sérieusement avec mon frère. Il finit par se laisser guider. Lorsqu'il a été installé, je suis entrée directement dans le vif de sa pensée. J'ai retranscrit cette conversation quelques mois après la crise, d'après les souvenirs que j'en avais. Moi, tu sais que le risque de schizophrénie est augmenté chez les enfants dont les mères les inondent d'injonctions paradoxales? Mon frère. Oula, tu démarres dur là. Tu ne veux pas être plus précise? Moi. J'ai vu ça en cours de communication. Une injonction paradoxale, c'est par exemple de dire je t'aime à un enfant et de lui montrer l'inverse. Ou quand maman nous dit qu'elle est fière de nous et qu'en contrepartie, elle s'évertue à ne pas nous faire confiance. Mais là n'est pas le problème en fait. Il y a aussi la question de la génétique. Mon frère. Ah oui, carrément. Moi. Oui, j'arrête pas de me poser des questions sur ce putain d'héritage génétique. Qu'est-ce que l'intelligence? Quel poids respectif doit-on donner à la génétique, à l'éducation, à la simple personnalité? Qui suis-je, bon sang? Mon frère. Tu es toi, c'est tout. Moi. Oui, merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de m'embrouiller totalement entre l'image que j'ai de moi et celle que les gens ont de moi. Mon frère. Je crois que tu es trop attaché aux modèles sociaux et au jugement des autres. Moi, je me fous royalement de ce que les autres peuvent penser de mon mode de vie, de mes choix ou de mon allure. Moi, foutaise, tu es toi aussi dans un moule, celui du marginal. Mais ne me dis pas que tu te fous du jugement des autres, tu es comme tout le monde et tu recherches la reconnaissance. Mon frère, évidemment, je n'ai rien contre les honneurs, mais je n'ai pas de schéma prédéterminé. Je suis mes propres envies et je ne me soucie pas de savoir si ça colle avec ce que la société attend de moi. Moi. Es-tu heureux au moins? Mon frère. Oui, je crois. Moi. Si tu l'étais, tu en serais davantage convaincu. C'est bien beau de se contenter du strict minimum, mais avoue que si tu avais un peu plus de fric, tout serait plus simple pour toi. Mon frère. Certes, mais je ne cours pas après l'argent. Je cours seulement après mes passions et mon élévation spirituelle. Moi. D'accord. Et n'as-tu jamais pensé à visiter d'autres pays pour t'élever, justement? Mon frère. Si, j'adorerais aller en Asie. Moi. Eh bien, permets-moi de te dire que ce serait mieux avec de l'argent. Mon frère. Non, j'ai plein de potes qui sont partis comme ça à l'aventure avec rien, si ce n'est le billet aller. Moi. Ok, j'abdique sur ce sujet. Pour en revenir au poids des gènes, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi nous étions si différents de nos parents et si différents entre nous? Papa est un maniaque hors pair et il n'y a pas plus bordélique que toi. Ils sont anti-tabac et en club tous les deux. Ils sont super organisés et nous sommes tous les deux les rois de l'improvisation. Toi plus que moi quand même. Tu te fous de ton apparence et moi j'en suis obsédée. Mon frère. Et alors, la différence est parfois constructive? Moi. Oui, mais je voudrais juste comprendre comment et pourquoi on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Il me semble que nous sommes tous les deux dans la galère, chacun à notre manière. Moi, j'essaie de rentrer dans les schémas sociaux que je nourris depuis longtemps, et toi, tu essaies de t'en éloigner. Mais au final, on n'arrive à rien.
Je ne suis peut-être pas faite pour la vie parfaite des gens ordinaires et toi pour la vie délurée des artistes bohèmes. Peut-être devrions-nous adopter un compromis entre nos idéaux. Mon frère, je ne suis pas sûre. Moi, je suis bien tel que je suis. Moi. Ah bon, parce que te lever à 3 heures de l'après-midi, te demander comment tu vas payer ton déjeuner et te rendre compte que ton téléphone est coupé pour non-paiement, c'est l'idée que tu te fais du bonheur? Mon frère, je ne me pose pas de questions, c'est tout. Je prends les problèmes les uns après les autres en me persuadant qu'il y a une solution pour chacun d'entre eux. Moi. Le problème, c'est que la solution pour l'instant, c'est maman. C'est elle qui, jusqu'à présent, avec l'aide sporadique de papa, accourt pour régler nos soucis financiers. Mais je ne crois pas que ce soit pour nous une satisfaction de dépendre d'elle à nos âges. Mon frère. Oui, c'est vrai que ça me fait chier, mais je me dis que je vais finir par réussir à rentabiliser mes projets. Moi. Peut-être, mais je crois que le problème est bien plus profond que cela. Moi aussi j'ai du mal à me lever le matin, m'extirper de mes rêves et à affronter une nouvelle journée. Seulement moi je culpabilise à fond lorsque je me rends compte que ma journée commence à 16 heures, une heure avant que les fonctionnaires débauchent. Et même si tu t'obstines à vivre en marge du train-train banal des gens normaux, je reste persuadée qu'un tel décalage ne peut que nuire à notre morale, et donc à notre réussite. Mon frère, mais moi j'adore ça, justement. Moi, tu sais que l'hiver il commence à faire nuit avant 6 heures, ce qui veut dire qu'en se levant à 3 heures, tu ne vois le jour qu'à peine 3 heures. Il y en a qui se suicident pour moins que ça. L'hypersomnie révèle souvent une dépression latente. Mon frère, laisse tomber. C'est toi qui ne vas pas bien. Pour moi, tout est cool. Moi, si tu le dis. Et tu en es où de ton projet? Mon frère, ça avance. Mon site devrait être en ligne bientôt et je suis en train de terminer l'enregistrement avec le groupe Latino. Moi, tu sais que ça fait des mois que tu me dis la même chose, que ton site doit être en ligne et que tu peaufines le CD de ce groupe. Mon frère, je sais, mais je tiens à ce que ce soit parfait. Je n'ai pas envie de bâcler tout ça, sinon personne n'aura envie de faire affaire avec moi. Moi, justement, niveau affaire, as-tu enfin déterminé tes tarifs? Mon frère, c'est-à-dire que moi, ouais, lui, ils sont tous aussi fauchés les uns que les autres. Disons qu'il y a un deal entre nous. Ils m'autorisent à mettre leur musique sur mon site et moi je bosse plus ou moins gratos. Pour les prochains, ce sera différent, mais là, ce sont en quelque sorte mes cobayes. Moi. Ah oui, je vois. Et pendant ce temps, ils vendent les CD, gagnent du fric sur ton dos et ça ne te pose aucun problème. Mon frère. Ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'ils vendent un CD qui n'est pas encore parfait. Moi, c'est marrant, toi qui me haïssais il y a quelques années pour mon soi-disant perfectionnisme, je me rends compte qu'à ta façon, tu es pire que moi. Rire. Je ne voyais pas les choses comme ça, mais ce n'est pas faux. Eh oui, on a tenté de nous convaincre qu'on était juste l'endroit et l'envers tous les deux, alors qu'en fait nous sommes les deux à la fois. Je cache l'envers à l'intérieur et toi tu ne montres que l'envers. Je suis peut-être la plus hypocrite finalement. Pourquoi je suis finalement aussi hypocrite en n'assumant pas mes qualités? C'est comme si moi je mettais de l'ordre autour de moi pour compenser le bordel que j'ai dans la tête, et si toi tu vivais dans le désordre pour faire émerger l'ordre de tes pensées. Ou c'est tout simplement que tu aimes ranger et moi non. Non, non, je crois vraiment que nos comportements prennent racine bien plus loin. Ils ne font que refléter l'image de nous-mêmes qu'on a acquise de nos interactions. Mon frère, c'est-à-dire, eh bien, j'ai tout fait pour ne pas te ressembler car je t'ai détesté pendant un long moment. Même chose pour toi. J'étais tout ce que tu détestais et surtout, je te ramenais à l'image de papa que tu détestais plus que moi encore. Tu as donc tout fait pour te détacher de l'image que je te renvoyais. Mon frère, c'est trop pour moi. Les théories psychologiques ont tendance à me gonfler royalement. Moi, et pourtant, elles expliquent nombre de pathologies psychiques et de comportements humains. Je pense que tu as juste peur d'affronter la vérité en face. Mon frère, mais quelle vérité? Moi, celle du passé, de notre enfance et de notre adolescence. Mon frère, je n'ai pas peur du tout. C'est juste que j'ai tiré un trait sur tout ça, j'ai pardonné à papa et j'accepte dorénavant ses remarques avec plus de recul. Moi, oui, mais moi, je n'ai visiblement pas tiré un trait. Tu as beau penser que la psychologie ne sert à rien, ce que je vis en ce moment n'a rien d'une farce. J'ai besoin de faire remonter tout ça, car je ne suis plus capable de faire semblant. Mon frère, que veux-tu faire remonter au juste? Moi, le divorce, ma crise d'ado, nos engueulades. Sais-tu pourquoi nous nous détestions autant? Mon frère, j'en sais rien, tu me tapais sur le système, c'est tout. Moi, oui, ça, j'en étais bien consciente. Toi aussi, tu me tapais sur le système. Mais moi, je sais pourquoi. Je voyais bien que maman t'adorait, te soutenait dans tous tes choix, t'admirait même, alors qu'avec moi, c'était engueulade sur engueulade. C'est sûr que j'étais chiante, mais j'étais ado, mal dans ma peau, je me sentais mal. Je me sentais seule, pas de frère pour me confier, pas de mère pour me comprendre, et encore moins de père pour me soutenir. Pour toi, c'était facile, tu ne parlais plus à papa, donc tu ne tapais pas les week-ends sympas en tête à tête avec lui. Mon frère. Mais je lui ai pardonné depuis. Moi, oui, moi aussi j'ai fini par faire la paix avec tout le monde. Seulement j'en ai gardé des séquelles.
Je vous en veux à tous de ne pas avoir été là pour moi, d'avoir fait chacun votre vie, sans vous rendre compte que je ne pleurais pas pour faire ma chieuse, mais juste parce que je n'en pouvais plus. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire et j'ai arrêté de bouffer pour vous alerter. Rien n'y a fait. Toi, tu étais dans ta musique et maman refusait de remettre en question. Mon frère, tu n'as pas essayé non plus de me comprendre. Moi, c'est vrai, je m'excuse d'ailleurs de t'avoir donné l'impression de te juger. Mais au fond, j'étais fière d'avoir un frère qui jouait dans un groupe de musique. Même si tu croyais que je me foutais de ta gueule, je rêvais qu'on soit à nouveau complices. Mais nous avions atteint le point de non-retour, et puis tu étais l'aîné, c'est toi qui aurais dû faire le premier pas. Mon frère, pardon. Moi, bon allez, on ne va pas se foutre à pleurer quand même. Mon frère, rire, non. Et puis il faudrait rentrer, maman va commencer à faire les 100 pas. Moi, c'est clair. Par la suite, je suis allée voir un médecin spécialisé dans les maladies psychosomatiques. Ça m'a fait du bien de parler comme prévu. La petite anecdote, c'est que j'étais persuadée que ce n'était pas un médecin. Pour moi, il était policier, comme Chris. J'avais l'impression qu'on avait mélangé toutes les identités, tous les déguisements, et que je devais retrouver qui était qui. J'étais donc fière d'avoir su trouver le vrai métier de ce médecin. Pourquoi m'étais-je mis cette idée en tête? En fait, il me semblait vraiment que le docteur D abordait nos entretiens comme il aborderait une enquête. On cherchait les indices qui nous ramèneraient à la source de mon mal. Il me posait les bonnes questions, je tentais de faire des réponses claires pour faire avancer l'enquête. Lors d'une séance, je lui ai donné un indice un peu étrange. C'était ma première vraie hallucination visuelle. On appelle ça perception sans objet. Sur une route allant vers mon village d'enfance, j'ai repéré un panneau d'indication routière triangulaire entouré de rouge avec le sigle Euro. J'ai depuis essayé d'analyser ça toute seule, puis avec une psychologue. Il est clair que mon rapport difficile avec l'argent n'est pas étranger à cette hallucination. Ça me fait mal d'écrire ce mot, sachant qu'aujourd'hui encore je reste persuadée d'avoir vu ce panneau dans la réalité. J'ai toujours peur d'en manquer et je rêve d'une réussite sociale. Ce panneau triangulaire entouré de rouge souligne un danger. Alors que voulait dire vraiment cette hallucination? Que l'argent corrompt? Que l'argent ne fait pas forcément le bonheur? Tout cela ne reste qu'hypothétique. Les séances avec ce médecin ont dû s'arrêter car j'avais décidé de repartir à Paris. Je ne sais plus en combien de temps je me suis remise de ce voyage agité. Toujours est-il que ça a été ma première crise. Je n'ai pas été diagnostiquée à cette époque, crise d'angoisse selon les médecins. Ce n'est que lors de ma deuxième crise que j'ai mis un nom sur mon mal, la bipolarité. J'avais donc un support pour comprendre ce qui m'arrivait pendant les crises. Je pouvais dorénavant faire des recherches pour m'informer sur la maladie. Soit dit en passant, ma mère a été beaucoup plus assidue que moi à ce niveau. Je suis rentrée à Paris pour relever mon courrier et pour voir Chris. J'avais envie d'y voir clair dans cette relation. Je n'ai malheureusement pas réussi à lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Je me suis contentée de m'écrouler dans ses bras avant de partir de chez lui. J'ai pleuré comme ça pendant un bon moment, mais rien ne sortait de ma bouche. En revenant chez moi, j'ai ressorti mon âme secrète, la lettre. Je ne l'ai pas postée sur Paris, j'hésitais encore à lui envoyer ce règlement de compte. Ce n'est qu'une fois de retour à Bordeaux que je me suis décidée. Nous étions dans un supermarché avec ma mère, je lui ai parlé de cette lettre de rupture, elle a tenu à la poster elle-même. Je ne pouvais plus faire machine arrière, il fallait que j'assume tout ce que je lui avais écrit. Cette lettre, la voici dans son intégralité. Paris, le 31 août 2004. Tous mes cours sur la communication me sont aujourd'hui inutiles puisque je ne parviens pas à te dire franchement tout ce que j'ai dans la tête, sur le cœur ou dans le pied, ce doit être une épine. Trop de choses, trop de bordel, période de choix, de décision, de sélection. J'ai déjà franchi un pas dans la famille en remettant quelques pendules à l'heure. Putain de temps, on y revient toujours. Mais ces petits soucis familiaux n'étaient que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tout le reste, moi. Et c'est bien cette partie qui m'encombre le plus aujourd'hui. J'ai bientôt 26 piges et aucune pige en commande pour l'instant, mais ça c'est un autre problème. Et me voilà en pleine crise de qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère, elle n'est pas de moi. Pour le qui suis-je, j'ai une vague idée grâce aux témoignages recueillis ces derniers jours auprès de mes proches. En gros, paraîtrait que je suis une fille bien, pas trop con et pleine d'avenir, ça c'est ma mère qui le dit, alors ce n'est pas très objectif, mais bon. J'essaie de m'en convaincre tous les jours, mais en ce moment je ne crois plus rien ni personne. Tout ça ne te concerne pas vraiment, alors j'en viens aux faits. Les faits, quels sont-ils déjà? Oui, alors bon, je me rassemble et je me lance. Après toutes ces années de relations pour le moins ambiguës,
Le temps est venu pour moi de rompre le contrat tacite qui nous unit. J'ai un père, une mère et un frère que j'aime, malgré tout le mal que chacun a pu me faire, et qui m'aiment, chacun à leur façon, mais on ne choisit pas sa famille. J'ai des amis sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi. Là aussi, j'ai fait le tri car contrairement à la famille, les amis, on peut les choisir. Parmi tout ça, un hybride de père, de mère, de frère, d'amant, de pote, de chien pour la compagnie et les bruitages. Un mec que j'ai aimé, que j'aime à en crever et dont il faut pourtant que je me sépare pour faire ma vie. Bientôt 5 ans que je vis dans l'illusion. Certains âges de père, d'amant, d'amis ne m'aimera jamais. Tourné vers son passé et les personnes qu'il a perdues, il ne sait plus aimer, l'a-t-il su un jour. Notre contrat initial, quelques séances d'éducation sexuelle. Mais la jeune élève ne savait pas faire de distinction entre le sexe et l'amour. Elle ne sait toujours pas le faire d'ailleurs. Voilà pourquoi les aventures d'un soir ne sont pas pour elle. Bref, cette petite naïve, moi en l'occurrence, a cru qu'elle pourrait échanger ce contrat initial de pure initiation sexuelle en contrat plus sérieux d'engagement mutuel. Grossière erreur. Le professeur était déjà engagé dans une autre histoire, et ce n'était pas cette jeune disciple de l'amour avec un tout petit A et un gros Q, AAA, qui allait faire changer le cours des choses. Pourtant, d'après ce que son gourou sexuel lui racontait, ce n'était plus vraiment tout rose dans son couple. Pourquoi ne la quittait-il pas alors? Bien sûr que je ne comprenais pas. Comment pouvais-je comprendre, moi qui n'avais jamais voulu m'engager dans une relation sérieuse avec un être du sexe opposé? Certainement devait-il tenir à elle. Oui, ça devait être ça. Vu comment il a réagi lorsque celle-ci s'en est allée chercher de nouveaux horizons, il tenait à elle sans aucun doute. Trop tard, elle était partie, il ne restait plus rien que des souvenirs, le souvenir du bon vieux temps. Et moi dans tout ça, la gentille élève disciplinée absorbait les tourments de son prof, mort, trahison, déception, en espérant qu'il parvienne à la faire rentrer dans sa vie, dans son présent, mais c'était peine perdue. Je n'étais pas elle. Moins de seins, pas ses cheveux, pas ses habitudes, je ne mets pas de cannelle dans mon gâteau aux pommes, pas son caractère, bref, pas elle. J'ai cru un moment que je m'étais faite une raison. Mais je n'ai en fait réussi qu'à m'enfuir. J'ai traversé l'Atlantique en espérant trouver un bûcheron canadien qui m'inviterait à passer le reste de ma vie dans sa cabane au fond des bois et qui me ferait oublier mon bourreau. Juste avant de partir, j'ai rencontré un mec dans un train, bon feeling, je m'en allais au Canada un mois après, il a dû se dire que c'était un bon coup à prendre. Une nana qui se barre de l'autre côté de l'Atlantique, c'est nickel pour fuir l'engagement. De mon côté, j'étais en pleine euphorie, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Échange des numéros de téléphone en bonne et due forme à la fin du voyage Bordeaux-Paris, un SMS le soir, deux trois rendez-vous dans la semaine et la veille de mon déménagement, il a réussi à concrétiser son coup et moi le mien, je me sentais libérée de mon bourreau. Quant à mon année au Canada, outre des cours hyper intéressants, j'ai juste réussi à trouver là-bas un pur connard, un Français en plus, qui n'en voulait qu'à mes fesses et qui ne les a même pas eues. Et toc. Petit détail, il portait le même prénom que toi. À mon retour, j'ai même essayé de construire une vraie relation avec un autre, mais ce fut un échec total. Il m'aimait trop, celui-là, ça m'a fait flipper, ça s'apprend d'être aimé. Et le coup final, ce journaliste sportif, il ne peut être rien d'autre, atrophié au Baléares. Il n'était pas méchant, mais ce n'était vraiment pas le bon moment pour lui. Ma vie est faite de fuites. J'ai fui Bordeaux à cause de la fac et de la famille. J'ai fui Paris à cause de l'amour. Et partout où je m'installe, il y a des fuites d'eau. Je ne regrette rien car toutes ces fuites m'ont finalement été plus que bénéfiques, sauf les fuites d'eau, bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne peux plus fuir. Je suis trop jeune pour me résigner à ce mal-être affectif et trop vieille pour continuer à fermer les yeux sur la réalité. Les gamins qui poussent autour de moi me rappellent que le temps passe et que la ménopause approche. Je m'éloigne un peu du sujet, mais pas tant que ça. Tu auras compris, mon cher Chris, que tu es l'hybride dont je parle depuis le début de cette longue lettre. J'ai un mal de chien à l'idée de ne plus t'entendre, te voir, te toucher, te sentir. Mais si tu viens, si tu tiens à moi un minimum, tu dois m'aider dans ce sens. Je repars à Bordeaux demain pour je ne sais combien de temps. Je vais tenter de reprendre mes recherches de boulot depuis là-bas, tout en me faisant dorloter pour compenser le manque. J'essaierai de te tenir au courant de mon évolution. Tu avais peur d'entendre ce que j'avais à te dire, les souvenirs de ta rupture avec Miss Licia certainement. Je n'ai pas tout dit, mais ça te donne une idée. Je ne peux rien te reprocher en particulier étant donné que tu t'es toujours efforcé de me rabâcher que je n'avais rien à attendre de toi. Tu avais raison, à moi d'assumer maintenant mon manque de réalisme. Et puis mince, c'est trop facile, cette lettre n'est pas terminée, je t'en veux, c'est plus fort que moi.
J'ai souffert pour toi quand tu as perdu ton père. J'ai eu mal de te voir triste pour une autre que moi. J'ai souffert de te voir perdre ton pote. Mais toi, tu n'étais pas là pour sécher mes larmes lorsque je te savais auprès d'elle, lorsque je vous imaginais en vacances tous les deux, lorsque j'étais ado et que mon père me pleurait dans les bras et menaçait de se suicider avec moi, devant moi avec son super fusil de chasse. Je me demande maintenant comment il s'y serait pris. Il aurait fallu que ce soit moi qui fasse le boulot. Peut-on vraiment se suicider avec un tel engin? Bref, là n'est pas le problème. Lorsqu'une copine de mon équipe de mon équipe du Speak Gym de Pauillac s'est tuée en bagnole sur la route d'Ourtin, ça te dit quelque chose, non? Elle avait 20 ans, la vie devant elle, mais ce soir-là, comme beaucoup d'autres, elle sortait de boîte éméchée, et elle s'est plantée avant d'arriver à la Cardine, un carrefour réputé pour ses morts. Ironie du sort, elle s'est tuée dans un petit virage avant même d'atteindre le carrefour de la mort. Enfin bon, ça, c'est mon passé et ça ne te concerne pas directement. Tout ça pour dire que tu n'es pas le seul à avoir pris des baffes dans la gueule et à avoir souffert de la vie. Je n'ai plus envie de jouer au jeu du chat et de la souris avec toi. Je n'ai plus envie de jouer avec toi tout court. Et je n'ai surtout plus envie que l'on joue avec moi sans mon accord. C'est trop facile de se protéger sous une armure pour ne pas souffrir. Ce comportement fait souffrir les gens qui sont autour de toi, du moins ceux qui t'aiment vraiment. Voilà pourquoi je t'en voulais de partir prendre l'air, comme tu disais, sans me donner signe de vie pendant quelques jours. Tu ne pensais qu'à toi. Impossible pour toi de comprendre que je m'inquiétais réellement. C'est ça l'amour. Désolé d'être aussi harlequin dans mes propos, mais c'est comme ça que je vois les choses. Tu ne crois peut-être pas au plus en l'être féminin, moi je veux encore croire en cet être bizarre avec une queue entre les jambes, mais loin de toi. Je ne peux pas te convaincre d'une chose à laquelle tu te refuses. Je sais bien qu'au fond de toi, tu n'as jamais voulu me faire de mal, mais le fait est qu'aujourd'hui, je me retrouve seule face à mon passé, mon présent et mon avenir. Seule, pas tout à fait, j'ai réussi à me rapprocher de ma famille et j'ai de bons amis autour de moi. Il ne me manque plus qu'un boulot et le futur père de mes enfants pour que je sois comblée. Autant dire que ce n'est pas gagné, mais je veux y croire. J'espère que nous réussirons à nous revoir à mon retour sur Paris, que j'arriverai enfin à être sincère avec toi et que je me sortirai de ce mauvais rêve. Je suis donc rentrée à Paris. Quelques mois après, je trouvais du boulot à la FCAN et je tombais amoureuse d'Yvan. Je n'ai pas retrouvé d'écrit des jours qui suivirent la crise. Les premiers datent du 10 décembre 2004. Je suis bel et bien sortie de ma déprime estivale, mais je suis rentrée dans un état à la fois post et pré-dépressif. Car je ne cesse de penser que ça reviendra un jour ou l'autre. Rien n'a finalement changé. Il n'y a donc aucune raison pour que j'aie trouvé le bonheur définitif. Je suis toujours aussi seule, mon nouveau job ne m'épanouit toujours pas et Chris est encore trop présent dans mes songes, mes rêves, ma vie. Rien ne s'est réglé, j'ai juste appris que je pouvais sombrer dans la folie du jour au lendemain, rien de réjouissif donc. Après avoir arrêté les antidépresseurs, j'ai pourtant cru que j'avais réussi à m'en sortir, que j'arriverais désormais à être heureuse, mais c'était bien mal me connaître. Si mes débuts à l'Afghan s'avéraient prometteurs, j'ai vite retrouvé mes angoisses. Mon angoisse principale, moi et mes lacunes. Lacunes culturelles, lacunes sentimentales, lacunes spirituelles. Je passe mes journées à dire aux gens que je ne peux pas les renseigner. Adressez-vous aux spécialistes juste en face. Voilà la réplique que je martelais à longueur de journée. Autant dire que ça ne m'aidait pas à regonfler mon ego. Je ne suis pas spécialiste, non, je n'ai pas de domaine de prédilection. À force de vouloir tout connaître, je ne connais rien finalement. J'écoute un peu de pop, un peu de jazz, un peu de reggae, bref, un peu de tout, mais rien en particulier. Et c'est comme ça pour tout. J'ai une culture de supermarché, une culture confiture, une culture qu'on étale pour combler les trous. J'en ai marre d'avoir à répondre à cette question angoissante. Quelle musique écoutes-tu? Ou quel est ton chanteur préféré? J'en ai marre de m'entendre répondre à chaque fois. J'écoute un peu de tout. Car je sais bien que ce genre de réponse laisse mes interlocuteurs perplexes. Mais c'est pourtant vrai. Pourtant, pourquoi faudrait-il n'écouter qu'un style de musique? Pourquoi faudrait-il avoir à choisir? Quoi qu'il y ait des gens, mes pires ennemis, qui sont spécialistes en tout. Et oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces gens pourront vous parler d'opéra aussi bien que de BD avant-gardiste ou du dernier film asiatique sorti en salle. Ces gens-là me font peur, ils me paralysent, je les déteste tout en les admirant. Il me faudrait plus d'une vie pour en savoir autant que c'est super cultivé. Car ma flemmardise l'emporte bien trop souvent sur ma curiosité et mon complexe d'infériorité. Je pourrais bien me lever à l'aube pour rejoindre les étudiants dans les bibliothèques, pour visiter tous les musées de Paris, pour lire, me balader, découvrir. Au lieu de ça, je dors, je larve, je glande. Car j'aime ça, buller, oui, ça, c'est sûr, j'adore ça.
Je ne devrais donc pas me plaindre de ce manque de savoir qui me tourmente, et pourtant, la nature est mal faite. Face à une telle envie de se cultiver, la génétique n'aurait pas dû me doter de cet énorme besoin de dormir. Car lorsque je dors, il m'est bien égal de savoir que je suis ignare. C'est d'ailleurs le seul moment où je ne me sens pas nulle, car c'est un domaine dans lequel j'excelle. J'ai bien du mal à trouver le sommeil, mais une fois que je le tiens, je ne le lâche plus le bougre. Le monde onirique m'a d'ailleurs toujours fasciné. J'ai tant de mal à concevoir que, inerte, je parvienne à inventer des scénarios parfois dignes des films d'Arte. D'où sortent ces histoires, ces personnages que je ne connais pas toujours, ces décors aussi? Freud avait trouvé des réponses, mais bon, les théories psychanalytiques sont souvent fumeuses. Moi, ce que je voudrais, c'est du scientifique, du concret, quoi. Remarque, non. Dès lors que les choses sont traduites en formules scientifiques, elles perdent de leur grâce. Le mot rêve porte en lui-même ce charme, ce mystère. Il faudrait bien trouver un autre mot, s'il s'avérait que chacun de nos rêves correspondait à une suite de chiffres. Il y aurait plusieurs catégories de rêves et on dirait tiens, cette nuit j'ai fait un 546 G12 GT, ce qui signifierait j'ai eu un rêve érotique. Et toute la magie s'écroulerait. Je n'aurais plus envie de rêver car tout serait codifié, donc prévisible. Non, le rêve doit rester féerique, incompréhensible, inavouable. Chris me manque terriblement. Je ne saurais dire en fait si c'est lui qui me manque ou sa présence, sa tendresse, notre relation tordue. Je ne cesse de me répéter tout le mal qu'il m'a fait. À son insu peut-être, mais je continue d'attendre un signe, un appel, des explications aussi, et là, je rêve. Je me dis que je dois lui manquer aussi, c'est obligé, on n'efface pas quelqu'un comme ça de sa mémoire. Mais il est trop fier pour se l'avouer, ou du moins pour me l'avouer. Tout le monde me dit que je finirai par l'oublier. C'est prouvé, paraît-il, on oublie toujours. Mais peut-être suis-je trop bornée pour tirer un trait, et puis on oublie lorsque la relation a eu un début, un milieu et une fin. Là, il n'y a eu que des débuts. Notre histoire n'a eu de cesse que de se répéter, se réécrire, se former, se déformer, se transformer, se reformer. Il n'y a jamais eu que des questions, jamais de réponses. Comment oublier alors? L'appeler? Je n'en ai pas le courage. Lui écrire? C'est déjà fait. Moi qui croyais mettre un point final à cette relation, je n'ai fait rajouter un nouveau point d'interrogation. 23 décembre 2004. J'ai autant envie de vivre que de mourir. J'attends autant de la vie que de la mort, une libération. Tous les jours, j'ai envie de vivre pour me sauver de cette solitude nauséabonde. Tous les soirs, j'ai envie de mourir pour ne pas y être parvenu. Les gens sont là, autour de moi. Ils me parlent, mais ils sont pourtant si loin de moi, de ma vie, de mes préoccupations, de mes envies, de mes désirs, de mes besoins. On vit les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Une chanson dont la mélodie ne m'enchante guère, mais dont les paroles me parlent en ce moment plus que jamais. La mort est ce qui me paraît le plus fiable, parce qu'elle, au moins, elle dure. Chez les vivants, on ne peut jamais être certain de conserver une amitié, un amour, et même parfois les liens du sang. Rien n'est irréversible sauf la mort. J'ai parfois plus envie de mourir que de vivre, pour la certitude que cela offre, certitude de l'éternel, d'une promesse tenue. Les doutes d'ici-bas me rongent, ils me bouffent les entrailles et dévorent mes pensées. J'ai envie d'éprouver une fois dans ma vie la jouissance de la certitude. Au lieu de ça, je vis dans la peur de me tromper et d'être trompé. La moindre discussion me procure une multitude de questions et le brouillard s'accumule dans mes pensées. Dans la séduction surtout, ce jeu pervers qui consiste à parler tout en nuances, à suggérer, à provoquer mais surtout pas à dévoiler. Et pourtant, c'est bien cela que j'apprécie dans la conversation amoureuse, le doute toujours latent. Les certitudes rassurent, mais elles sont vulgaires, elles détruisent les passions en éteignant les lueurs d'espoir. La passion se nourrit des attentes que la certitude tue. Je ne suis qu'un paradoxe, le tout et le rien, le blanc et le noir, le chaud et le froid, le meilleur et le pire, et je suis seul. 30 décembre 2004. J'ai d'heureuses séquelles de ma folie estivale. Je continue secrètement de croire que je suis entouré d'acteurs qui tous connaissent ma vie, ma solitude, ma détresse. J'ai l'intime conviction que toutes mes conversations, mes rencontres, le moindre de mes gestes n'a plus rien d'anodin. Tout doit converger vers une heureuse fin. Il y a forcément une issue et je dois la trouver. Je dois choisir les bonnes personnes, les bons fils, le rouge ou le bleu, les bons mots pour enfin aboutir au dernier tableau du jeu, une vie parfaite. Je continue donc cette folle quête que j'avais lancée cet été dans le jardin de mes parents, où je cherchais des trèfles à 4 feuilles que je n'avais jamais trouvés dans mon enfance. J'interprète le quotidien de façon à le faire coller à mon aventure, une clé, de journal intime apparemment, aperçue sur le sol à 2 endroits différents, et voilà que j'y vois un signe.
Une tête connue, un batteur de jazz que mon frère connaît. Près de moi dans le train est Vlan. Je me dis qu'il doit y avoir une raison à sa présence ici, outre le fait qu'il rentre à Paris parce qu'il y habite. Il aurait pu prendre le train suivant après tout. Tout est prétexte à me conforter dans mon raisonnement. J'ai tellement envie que tout cela ne soit en effet qu'une farce. J'ai encore tendance aussi à ramener nombre de ces signes à Chris, toujours lui. Mais il me manque trop pour que je sois objective. C'est lui qui m'a fait sombrer dans cette parano démesurée, son absence plutôt. Je le vois et je l'entends partout parce qu'il me manque, c'est ma façon de compenser. Dès que j'ai une conversation avec un homme, je m'efforce de déceler la moindre ressemblance avec lui, la moindre gestuelle, la moindre expression, tonalité. Je lutte pour ne pas l'oublier, pour ne pas tomber dans l'indifférence qui pourtant me délivrerait enfin. J'ai coupé les ponts pour arrêter d'attendre que notre histoire évolue. Au final, j'attends toujours. C'est une attente différente, mais non moins cruelle. J'attends qu'il me rappelle, qu'il me dise qu'il regrette, que je lui manque, voire plus qu'il m'aime. Pourtant, je sais bien au fond de moi que je me nourris d'illusions. Je lui ai demandé de tourner la page et il l'a accepté, alors que moi, non. Je n'admets pas mes propres choix parce qu'en lui faisant cette demande, j'espérais qu'il la refuse. Au lieu de ça, avec sa fierté maladive, il n'a même pas cherché à me comprendre, à discuter, à ranger les choses. On vit dans un monde de brutes. La sensibilité semble être une tare, une maladie ou une malédiction. Les gens ont peur de leurs propres sentiments. Rester digne, voilà ce qui les motive. Mais on ne perd pas sa dignité en dévoilant ses faiblesses. Moi j'aime les gens qui osent parler d'eux sans fioriture, sans détour et sans mensonge. Trop de personnes considèrent les relations humaines comme des entretiens d'embauche, se vendre à tout prix, montrer le meilleur de soi et faire diversion sur ses failles. Je hais les rapports humains biaisés. Peut-être parce que je ne sais pas tromper les gens sur moi-même. Je suis du genre transparent dans mes rapports. Si quelqu'un me plaît, je ne peux pas le cacher, car à la moindre de ces incursions, mes joues s'empourprent et mes mots s'enlisent. Je ne peux pas cacher mon manque de confiance en moi. Il transpire dans mes conversations, mes postures, mon comportement. Je parviens à le dissimuler aux premiers abords, mais dès les convenances passées, ma confiance fond comme neige au soleil. J'ai revu Chris au début de l'année 2005 dans une brasserie. La fin du repas a été anticipée, le ton ayant monté. Je me suis retrouvée seule face à mon café et mes angoisses. Il ne fallait pas jouer avec le feu si tu ne voulais pas te brûler les ailes, m'a-t-il dit pendant le repas. Moi qui me prenais pour un ange, il n'avait pas intérêt à me dire un truc pareil. Enfin bon, passons. Il s'est levé brusquement et m'a dit un truc du genre: si t'as envie de me parler, tu sais où me trouver. On ne s'est plus jamais revu après ça. J'y ai repensé encore pendant longtemps, j'y pense encore maintenant, puis les souvenirs ont fini par s'effacer. Yvan est venu remplacer Chris dans mes pensées, ce n'était guère mieux. Voilà, ça sera la première partie de cette lecture. Je vais m'arrêter là, après ça sera la partie de ma maman que je vous lirai sur la prochaine lecture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en demander davantage, que ça me donne la motivation pour vous donner la suite. Là, on est à on est à 55 pages. Voilà. Donc il reste plusieurs crises, on n'en est qu'à la première. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettez un pouce. Là, ça m'a fatiguée. C'est fatigant finalement. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour la suite des épisodes. Merci, bye bye.